Bonjour à tous, coucou Célia. Coucou Natacha. Bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'une ou d'un auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 4e épisode très spécial qui sera consacré au collectif d'auteurs Clamp. On espère que vous allez passer un super Halloween et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le Magical Girl. Et dans cette même lignée, on ne voulait pas passer à côté de ce magnifique collectif qui est Clamp. Et vous allez voir que Clamp et les Magical Girls, eh bien, ce sont des mondes parallèles qui sont très liés. Donc Clamp, c'est une équipe féminine de mangaka, principalement connue pour ses shoujo. Donc elles ont des grandes qualités qui lui valent le titre d'ailleurs de reine du shoujo, même si nous on trouve que ce ne sont pas que des auteurs de shoujo, c'est des auteurs aussi qui font des shonen, du seinen, enfin tous les types de mangas sont un petit peu liés en fait dans leur publication. C'est ça. Vous allez le voir de toute façon quand on va vous parler des différentes séries de Clamp que tous les genres sont mélangés dans leur série, c'est pas uniquement que du shoujo. Et parce qu'en fait, elles vont aborder aussi des thèmes un petit peu plus sombres, un petit peu plus adultes. D'ailleurs, elles peuvent même aller vers le gore, on le verra. Il y a un peu de tout. Et c'est pour ça qu'on affectionne particulièrement ce groupe de mangaka et qu'on voulait faire un épisode entièrement dédié à toutes leurs publications. On a toutes les deux lu beaucoup et regardé presque tous les mangas de Clamp, donc on peut en parler maintenant avec assez de recul. Donc Clamp, elles se sont rencontrées au lycée. Elles ont commencé avec des doujinshi. Donc si vous ne savez pas ce que c'est des doujinshi, c'est des fan publications. Et il y a d'ailleurs des grands salons spéciaux pour les doujinshi. Enfin, c'est vraiment un milieu un petit peu fermé aussi, je pense. Mais très reconnu, très reconnu dans le Japon. Mais ça a vraiment hyper une communauté très, très active. Ouais, et dans le doujinshi, il y a beaucoup de thèmes de prédilection. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit en fait des personnages qui sont déjà présents dans des mangas originaux, par exemple Naruto et Sasuke, pour faire très simple, mais en yaoi par exemple, ou en shonenai. C'est des fanfictions que vous pouvez retrouver comme sur Wattpad, mais là c'est en version manga. Et ça existe depuis les années 80, les doujinshi, c'est hyper connu. En France, c'est quelque chose, on n'a pas cette culture-là. Donc parenthèse fermée, elle commence vraiment avec ça, qui s'appelle Holy Legend Discoversion. Donc ce sera très difficile à trouver sur internet, Nous-mêmes on n'a pas trouvé d'images, mais n'hésitez pas à les regarder. Et puis ensuite il y aura donc Rigveda, qui est une très grande épopée dont on va parler après. Donc c'était une période assez difficile pour elle parce qu'elles étaient 12. Ensuite, elles sont passées à 6, elles s'appelaient les 2LDK, et elles habitaient et produisaient vraiment tout dans le même bureau. Donc, elles n'avaient pas du tout d'intimité, pas de vie privée. C'était hyper compliqué. Elles ont commencé à lancer un peu le projet Clamp. Donc, à l'époque, il y avait Mokona Apapa, donc, qui est toujours dans Clamp, Satsuki Garashi, toujours dans Clamp, Tsubaki Nekoi, qui s'appelait à l'époque Mik Nekoi. Mais voilà, Tsubaki, elle a toujours changé de nom. Et d'ailleurs, Mik Nekoi, c'était en référence à, je crois, un chanteur japonais. Donc, rien à voir avec Mick Jagger, mais tout le monde croyait que c'était pour Mick Jagger. Même moi, du coup, ça l'a saoulé. Oui, mais ça l'a saoulé, en fait. Et c'est pour ça, même dans les publications françaises, il la renomme avec des surnoms masculins. Et ça, Tsubaki, elle en avait vraiment marre. C'est pour ça qu'elle a changé de prénom. C'est pour ça qu'elle a changé, ouais. Enfin, des pseudonymes. Et ensuite, bien sûr, il y a Okawa Nanase, qui est la personne la plus importante du groupe, je pense, avec Mokona, qui est la leader du groupe. Exactement. Et puis il y avait Akiyama, Sei Nanao, Lisa Sei, Sushi Izagi, Kazue Nakamori, Shinya Omi, Inoue Yuzuru et Okyun. Donc toutes ces femmes, elles étaient ensemble, elles créaient ensemble, elles évoluaient dans le milieu du doujinshi dans les années 80 et elles publiaient dans leur magazine qui s'appelait Cluster Clamp de nombreuses parodies de séries célèbres, comme je vous disais. Ça rappelle un peu l'atmosphère dans l'an 24. Oui, voilà. Avec toutes ces femmes qui se retrouvent pour bosser ensemble, etc. Donc encore des rapports, vous le voyez, avec l'histoire du manga shoujo. Il y a toujours des rapports avec l'an 24. C'est pour ça qu'on a commencé avec l'an 24, parce que c'est vraiment le début de tout. Par contre, c'est qu'en 1989 qu'elles ont publié leur toute première histoire, donc l'histoire originale de Clamp. Ça a été publié chez Shingeshika. Et ça s'appelait Deride. Donc Deraido, Deride, je sais pas trop comment on le prononce, mais c'est un manga fantastique dessiné à l'initiale par Akimaya Tamayo et assisté des autres membres de Clamp.
Ça a fait un peu polémique parce qu'à cette époque-là, Akimaya Tamayo voulait déjà se démarquer des autres autrices et elle voulait vraiment être autonome sur la création de sa série. Et c'est pour ça que par la suite, cette série-là était même rééditée sous le seul nom d'Akimaya Tamayo. Et c'est au début des années 90 que Mokona, elle commence à élaborer l'idée du futur cultissime Tokyo Babylon. C'est un manga en 7 volumes qui a été publié entre 1990 et 1993. Pour faire un petit résumé, ça raconte l'histoire de Subaru, qui a 16 ans et qui est chef du clan Sumeragi. Donc c'est une famille de médiums et de sorciers spirituels qui a pour but de protéger le Japon depuis des centaines d'années. Il partage sa vie entre sa sœur jumelle qui s'appelle Okuto et son pseudo-petit ami, entre guillemets, Seishiro, et son métier de médium exorciste. Donc on va suivre les enquêtes de ce jeune homme et ça va nous mener à la découverte du côté sombre de la ville de Tokyo et de ses habitants. J'ai lu le premier tome. Comme pour la plupart des séries de Clamp, vous allez le voir, on va beaucoup le répéter, mais c'est très difficile de classer ce manga car ça mélange plein de genres différents. On garde évidemment un graphisme typique du shoujo et typique de Clamp. On a du drame, on a du fantasy. Donc vous l'aurez compris, ce manga il ne suit aucun code et peut être de ce fait assez déstabilisant. D'autant plus que le début du premier tome est très léger. Et on ne s'attend pas du tout à ce que l'histoire devienne aussi dark avec une intrigue aussi pesante. Ce que j'apprécie aussi beaucoup avec Clamp et qui est notamment très présent dans, par exemple, Sakura, qu'on va reparler après, c'est le côté mode. Et je pense que Célia, toi aussi, tu dois beaucoup apprécier. Là, pour le coup, c'est le personnage de Okuto, donc la sœur jumelle du héros, qui nous fait part de vêtements vraiment magnifiques. Elle confectionne elle-même ses vêtements et ceux de son frère. Et parfois, on a vraiment l'impression que c'est des vêtements qui sortent d'un défilé de mode. C'est vraiment très beau, très détaillé. Les dessins sont typiquement ceux des années 90. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent trouver ça vieillot. J'avais vu pas mal d'avis là-dessus sur Internet. Personnellement, nous, on pense que c'est ce qui fait tout le charme des anciens mangas de Clamp. Et c'est comme ça aussi qu'on les reconnaît instantanément, avec ce style de dessin assez particulier et très beau. Donc ça, c'est un petit aparté sur Tokyo Babylon, qui est une œuvre culte de Clamp que Mokona avait commencé à élaborer. Mais la première œuvre qui a fait connaître Clamp, qui a fait que le groupe est devenu professionnel, c'est la prépublication dans le magazine South Number 3, qui s'appelle Seiden Rig Veda. Donc ça s'écrit RG Veda, mais ça se dit Rig Veda. Donc Rig Veda, c'est publié entre 90 et 95 par Tonkam. Donc là, je parle de la publication française et il y a 10 volumes. Peut-être qu'ils vont faire une réédition. Vu qu'ils sont en plein dans les rééditions de Clamp, il est possible qu'ils fassent une réédition de Rig Veda. Il faudrait regarder, ouais. Je me renseignerai. Et Rig Veda, pour vous faire l'histoire, en fait, il y a un royaume céleste. Donc ce royaume céleste, il s'appelle le Tenkai. Et l'empereur de ce royaume, c'est Teshakuten, qui est aussi une sorte de dictateur, je pense, dans l'histoire. C'est même pas je pense, j'en suis sûre, c'est le dictateur de ce royaume. Et il règne vraiment avec une main de fer, il épargne aucune personne du royaume. Et là, il va envoyer Yashao, qui est le plus grand guerrier du royaume du Tenkai, tuer Kuyo, qui est une prophétesse de l'ancien empereur, en gros. L'empereur à qui il a fait un coup d'état, quoi. Mais quand Yashao va se rendre auprès de Kuyo, il va en fait, elle va lui faire part d'une prophétie, une prophétie très étrange où il trouverait et élèverait un enfant, donc qui s'appelle Ashura, qui n'aurait que un seul but dans sa vie, cet enfant, c'est de tuer Yashao. Et en fait, en tuant Yashao, il y aurait une sorte de rébellion qui conduirait à une sorte d'apocalypse, de fin de règne de cet empereur dictateur Teshakuten. Donc vous avez vu, c'est une histoire un peu compliquée, mais c'est normal. C'est l'une des premières histoires de Clamp, elles sont beaucoup dessus. En sanskrit, c'est la connaissance de la vérité, et c'est un ensemble de textes au centre de la religion hindoue. Donc il existe 4 Védas, et le Rig Veda, c'est le plus ancien. Et en fait, toute l'histoire, elle tourne autour de ce royaume céleste qui a beaucoup d'ornementation, beaucoup de rapports avec la culture hindoue. Ouais. Et moi, j'ai lu donc, le premier tome de Rig Veda, toi aussi, Natacha. Ouais. On a trouvé qu'il était assez intense. Ah, c'est compliqué, hein. Très compliqué, et que les dessins sont toujours extrêmement travaillés, mais parfois qu'il manque de finesse. En fait, c'est normal, c'est parce que c'est l'une des premières heures de Clamp sur la scène de la publication, donc... il se passe énormément d'actions, il y a beaucoup de bulles, beaucoup de textes, et on n'est qu'au tome 1, mais on a déjà envie de savoir la suite de l'histoire parce qu'il y a tellement d'actions qui se passent, enfin,
c'est assez difficile à suivre quand même. Et moi, ce qui me paraissait le plus compliqué, personnellement, c'était le nombre de personnages et surtout le prénom des personnages. Vraiment, c'était impossible pour moi à suivre parce que les designs des cheveux sont très similaires. Ils se ressemblent beaucoup, en plus. Ils ont tous les cheveux noirs, c'est trop compliqué. Cheveux longs. Longs, noirs, très très ornementés. Et en plus de ça, ils ont tous des noms, mais vraiment super compliqués. Si vous aimez les séries longues, vous pouvez vous engager dans cette série. En plus, elle est disponible sur Vinted. Les gens les vendent à des prix quand même défiant toute concurrence. Faut être assez indulgent, parce que comme c'est les premiers scénarios de Clamp, il y a, comme je disais... Ça se ressent, je trouve. Une lecture qui n'est pas fluide. On ne sait toujours pas si le personnage de Ashura, c'est une fille ou un garçon. Bon, ça c'est intéressant, mais ça va ensuite ramener des questions que se pose Clamp dans toutes leurs œuvres. Kamui dans X, Ruby Moon dans Sakura, toujours des questions de transidentité. Et voilà, il y a quand même un problème de lisibilité dans cette œuvre par rapport à celles qui arriveront par la suite. C'est vrai, je trouve que ça se ressent beaucoup, qu'elles sont extrêmement nombreuses à travailler sur cette série-là, et que c'est leur début, et c'est très confus. Elles sont aussi très inspirées en fait par l'an 24. Comme par hasard. Voilà, et très inspirées par Moto Hagio. Donc elles diront de Moto Hagio que c'est la seule qui leur a fait penser qu'elle pouvait devenir mangaka professionnelle. Elles ont des très très bonnes relations avec elle, c'est vraiment un mentor pour elle, un sensei. Dans le monde manga, le monde du manga, le monde de la publication, c'est très secret en fait. Elles n'avaient pas forcément confiance en elles au début. Et comme elles étaient au début d'une success story, il leur fallait des mentors. Pour ça, elles ont lu par exemple Satu Satoru, Captain Future, Fishman Senpei, Yokomizo Seishi. Et avec toutes ces influences, elles ont commencé vraiment à poursuivre leur bonhomme de chemin. Et c'est en 90, du coup, que Mokona avait fait cette fameuse série dont tu nous as parlé tout à l'heure, Tokyo Babylon, qui a été un succès. Et donc maintenant, elles publient donc chez Kadokawa, qui est leur maison d'édition. Et pour publier, elles ont plusieurs tips qu'elles nous donnent. Par exemple, elles font toujours des meetings à 4 pour définir la timeline. On voit que là, elles créent vraiment leur propre identité. Voilà. Elles commencent à avoir leur rythme professionnel. Et... Chacune à son bureau. Elles tapent le scénario pour Okawa. Elles dessinent les planches pour Mokona, à Igarashi. Elles sont plus organisées. Voilà, elles ont une organisation, elles ont une construction, un peu à la manière des scénarios de films. On se focus sur l'action avec une sorte de caméra, c'est ce que dit Okawa d'ailleurs. Elle s'occupe des couvertures des interlignes, de tout. Vraiment, le style, il a évolué, et notamment au niveau du scénario, qui est beaucoup plus détaillé. Okawa dira d'ailleurs que c'est comme un puzzle pour elle, et que les assistantes ou les autres personnes qui travaillent avec elle n'interfèrent pas dans son travail. Pour les personnages, elle va rédiger une fiche avec des caractéristiques. Et ce personnage, c'est un peu comme son bébé. Ça veut dire que dès qu'il lui arrive malheur ou qu'il meurt, elle va se sentir vraiment désolée, elle va le prendre personnellement. D'ailleurs, dans Tokyo Babylon, il y a un des personnages principaux qui meurt, et Mokona ne voulait pas dessiner cette scène. Donc maintenant, Okawa dit qu'elle ne veut plus du tout faire participer les autres dans le scénario. Elles peuvent donner leur avis, donc elles vont toujours participer. Voilà, elles participent. Mais c'est Okawa qui a la trame principale, parce que quand elles sont trop émues ou prises dans l'histoire, ça va influer sur le style de dessin. Et quand tu crées des œuvres de cette envergure, il faut vraiment parfois savoir oublier les éléments de l'histoire, oublier la résistance et les émotions personnelles et suivre le chemin du scénario. Moi, je vais vous parler un peu des rôles des différentes autrices de Clamp. Mais Nanase Okawa, elle a le rôle de chef du groupe. Elle est en charge, donc on l'a dit, du scénario, de la création de la personnalité des personnages, mais aussi de tout ce qui est gestion de la production et du planning. Donc elle a vraiment un rôle important. C'est la leader. C'est la leader, exactement. Mokona, elle est la dessinatrice principale du studio. Tsubaki Nekoi, qui est la seconde dessinatrice du groupe et qui fut sur certaines séries la dessinatrice principale. Et elle s'occupe notamment des décors sur les planches, des trames et des diverses finitions. Satsuki Igarashi, elle a également un rôle de seconde assistante et elle s'occupe de la mise en page, comme l'inclusion des onomatopées. Et c'est aussi la plupart du temps la membre du groupe qui se charge de la cuisine pour les autres. Donc elles ont une vie assez simple en fait, les Clamp. Dans une interview, comme je disais à la télévision japonaise de 2005, elles disent qu'elles ont des hobbies très différents, elles se voient pas du tout en dehors du travail. Mokona, elle aime la couture, Okawa, elle aime les films d'horreur, d'autres aiment les video games. Vraiment, elles ont une vie normale, les gens, ils les reconnaissent pas forcément, parce qu'il faut savoir que les auteurs de manga, c'est pas des artistes mainstream, on voit pas forcément leur visage, quoi, elle s'est pas placardée sur le manga. D'ailleurs, c'est elles qui ont signé
en 2006 le design et le concept graphique pour la série de méchas de 50 épisodes de Code Geass Lelouch of Rebellion, si vous connaissez Code Geass. On voit en fait aussi, je trouve, dans Code Geass, le côté un peu clamp, si on regarde Totalement. bien. Dans les yeux. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'elles sont le studio Clamp. Et elles agissent aussi pour d'autres elles d'autres ont vraiment histoires. une grosse notoriété et on se rend compte qu'elles ont un impact et une influence énorme sur les autres maisons d'édition et les autres mangaka. Maintenant. Et les autres maisons de production aussi. Sweet Valerian aussi en 2004 avec 3 jeunes filles qui se transforment en lapins. Là aussi, pour le studio Madhouse, elles vont signer le design des personnages. Elles vont même faire une petite collaboration avec Karl Lagerfeld et Comme des garçons. Elles vont signer une illustration de Clamp pour les 10 ans de Vogue. Voilà. Et leur personnage préféré, ça je tiens à le dire, c'est Shaolan, Mokona et Piffle. Qui ne l'aime pas, Shaolan? Et qui n'aime pas Mokona surtout, il est dans toutes les œuvres, Mokona. Donc voilà, dans les petites anecdotes qu'on avait sur elle, voilà ce qu'on peut vous dire. On vous avait promis de parler de Sakura Cardcaptor, notre Magical Girl préférée qu'on aime tous et toutes. Eh bien nous y voilà, on va enfin parler de cette série-là. J'imagine que vous connaissez tous, mais on est toujours obligé de faire quand même un petit résumé pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui découvrent les shoujo et qui ne connaissent pas encore très bien. Sakura, c'est une fillette qui a une vie tout à fait normale jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux livre dans la bibliothèque de son père, le livre de Clos, qu'elle ouvre par accident et laisse alors s'échapper presque toutes les cartes de Clos qui s'y trouvaient à l'intérieur. Elle n'en garde qu'une, la carte du vent. Et par sa capacité à ouvrir le sceau du livre, Sakura découvre qu'elle possède des pouvoirs spéciaux et qu'il est de sa responsabilité de récupérer les cartes dispersées. Elle devient donc la fameuse chasseuse de cartes, donc Sakura Cardcaptor. Sakura, personnellement, c'est le tout premier animé que j'ai réellement regardé de A à Z. Je devais être au collège, donc comme tout le monde, comme beaucoup en tout cas, je pense à cette époque-là, on voyait les épisodes à la télé. Et j'ai tellement été captivée que j'ai voulu suivre la série vraiment du début jusqu'à la fin. Et je regardais sur Dailymotion. Et j'ai vraiment tout regardé, tout enchaîné. Je me souviens au collège avec une hâte, c'était de rentrer chez moi pour regarder. Donc ça a vraiment une place hyper importante dans mon cœur. Parce que c'est Sakura, c'est la première série que j'ai découvert de Clamp. Et puis Kero, il est trop mignon. Tout... Visuellement, je parle de l'animé, visuellement c'est magnifique, c'est hyper entraînant, la musique, l'opening, l'ending, l'histoire, contrairement à d'autres Clamp, on comprend bien ce qui se passe. Parce que ça a été adapté aussi comme ça, un Magical Girl. Et c'est pour adapté des jeunes enfants aussi. À des jeunes enfants, donc c'est pour ça que c'est un peu aussi la case, je pense, qui est importante pour certains auteurs, c'est de passer par la case Magical Girl. Comme on l'a vu avec Moyoko Hano pour Chocolat et Vanilla, passer par une case Magical Girl, ça permet en fait d'avoir un scénario beaucoup plus fluide. En fait. Et pour Kobato, qu'est-ce que t'en penses ? Oula, Kobato, je crois que c'est l'une des séries les moins appréciées de Clamp. Parce que Kobato, en termes de dessin, c'est un peu comme Sakura, ça reste quand même vachement kawaii, c'est hyper beau quand même. Kobato, c'est en 2006, donc c'est à peu près dans le même style. Mais malheureusement, toutes les séries de Clamp ne peuvent pas être parfaites. Et Kobato est d'après moi celle qui est la moins réussie. Après... l'univers, il reste accrocheur, le graphisme, comme on vient de le dire, reste incroyable, mais l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle ne vole pas très haut. Il y a souvent des longueurs et une fin qui déçoit grand nombre de lecteurs et qui m'a déçue moi aussi. Voilà, en fait, faut lire l'histoire sans trop en attendre et juste, si vous aimez lire un shoujo avec une histoire d'amour mignonne, frais, go quoi. Mais sinon, faut pas rester focus sur cette idée qu'on a de Clamp où c'est vraiment des histoires très bien construites, assez complexes, avec des personnages avec un background important. Là, c'est vraiment une histoire légère. Et dans la même lignée, un petit peu de Magical Girl, de monde légendaire, magique, on a aussi Crossholic. Donc, on dit Crossholic, pas XXXholic. Crossholic parce que c'est le croisement de plusieurs œuvres. Crossover, holic, parce qu'en rapport avec la dépendance des sujets, et vous verrez que c'est le thème principal de cette œuvre magistrale. Donc Crossholic est notre œuvre, mon œuvre préférée de Clamp. Pour moi, la plus aboutie, c'est ce qu'on aime. Elle a un côté mature, il y a 19 volumes. Les mangas sont magnifiques.
Ils sont vraiment trop beaux. Les couvertures sont incroyables, Avec même les tranches. Couleurs, là. Les tranches, c'est ça, les tranches de couleurs. Tout a été mis en place par Mokona et Igarashi. Les deux, elles ont travaillé main dans la main pour créer cette histoire de A à Z. Et il y a une nouvelle édition qui existe aussi, Cross Holy Ray. Moi, je ne l'ai pas lu. Moi non plus. Je l'ai pas lu, je suis trop attachée à Cross Holy, la base, quoi, avec Yuko. Donc c'est vraiment une œuvre plus type CNN, humoristique, dark, où les fins, c'est pas toujours des happy end. Donc vous pouvez lire Tsubasa Chronicle et Cross Holy simultanément, c'est encore mieux. Moi j'avais fait ça à mes premières lectures il y a 10 ans. J'avais la chance d'avoir une amie qui avait les Tsubasa Chronicle, donc je lisais les deux en même temps. Et du coup, ça te présente une facette différente de l'histoire de Tsubasa Chronicle et une facette différente de l'histoire de Cross Holy. Donc tu comprends mieux la trame en fait de Okawa sur les deux histoires. Donc pour ce qui est de Cross Holy, c'est l'histoire de Kimihiro Watanuki, donc qui est lycéen. Et lui, il a depuis toujours la capacité de voir les esprits. Un jour, il est pourchassé par ces esprits. Et en fait, il va entrer dans une maison. Il va être poussé en fait à entrer dans cette maison. Contre son gré. C'est le destin. Comme la plupart des... Et il va rencontrer Yuko Ushihara, une sorte de sorcière des dimensions, et qui va être en mesure de lui retirer ce don, mais tout a un prix. Donc si elle lui retire ce don, il va... en fait, c'est un vœu, quoi. Son vœu, c'était de retirer ce don. Et en retour, il va devoir faire du travail pour elle. Et donc, il va être un peu son homme de ménage. Mais il va être surtout son homme de main. Ouais. Et il va être surtout son assistant. Sans qu'il le sache, il va commencer à mettre un pied, en fait, dans le monde des esprits, le monde des fantômes et surtout le monde de la dépendance. Donc, vraiment, il y a un lien qui se crée entre Yuko et Kimihiro, mais aussi un lien avec tous les gens qui évoluent autour de Kimihiro Watanuki. Donc vraiment, cette histoire, je pense que ce qui est le plus beau, c'est les dessins. Ouais, ils sont magnifiques. Tout est sorti des illustrations de Alphonse Mucha. Vraiment, tout est lié à l'Art Nouveau. Il y a un côté hyper occulte, étrange, avec de grandes trames noires, parfois des doubles pages sur un visage, une émotion, un décor surnaturel. Et vraiment, c'est Mokona qui réfléchit à tous ces petits détails. Et l'édition, c'est un bijou, en fait. Donc, le style architectural de la boutique, le mobilier intérieur, il y a tout qui font référence au mouvement artistique de l'Art Nouveau. Il y a des volutes de fumée omniprésentes qui émanent de la pipe japonaise de Yuko-san. Et ça vient créer toute une trame aussi tout au long de l'histoire. Il y a des motifs floraux sur les kimonos incroyables de Yuko, sur les gravures des décors de la boutique de Yuko. Et comme dans toutes les œuvres de Clamp, le destin, c'est le fil rouge de l'histoire. Ça, faut le savoir. Toutes les œuvres de Clamp, on parle toujours de destinée. Et les protagonistes de l'histoire, ils se croisent, ils entretiennent des liens plus ou moins intimes, mais l'amour, c'est toujours le centre de l'histoire. Après, c'est toujours dépeint de manière très juste, très sensible, et l'idée de bien ou de mal, elle est mise vraiment sans dessus-dessous, quoi. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas vraiment de méchants dans l'histoire, c'est vraiment des destinées différentes, des destinées qui coïncident ou qui ne coïncident pas, et des personnages qui vont vivre des histoires d'amour dans des mondes fantasy où les astres doivent être alignés, quoi, pour qu'ils se retrouvent. C'est vraiment pas une histoire school life dans un lycée, par exemple. Là, on est vraiment dans une épopée fantastique. Et avec Cross Holy, c'est aussi ça. Il y a aussi des histoires d'amour, mais c'est pas le thème principal de l'histoire. Vraiment, on est sur une histoire de fantômes, une histoire d'esprit, de rêve et de cauchemar. Et on se perd dans la boutique de Yuko, la maîtresse de maison. Personnellement, j'ai lu les premiers tomes, mais j'ai surtout regardé l'animé. Et en comparaison, je pense qu'il faut... L'animé se regarde, il a un peu vieilli. Donc je pense qu'il faut vraiment lire le manga. Surtout que l'animé, on ressent moins cette tension et cette atmosphère pesante et dark. C'est beaucoup moins bien retransmis dans l'adaptation animée que dans le manga. Et le manga, vous pouvez aussi le lire à la suite de Tokyo Babylon, parce que vous retrouverez un peu, vous resterez dans la même ambiance avec tout ce qui est aspect médium, sorcier, sorcière, spirituel. Ésotérisme. Ésotérisme, ça pourrait bien, ça colle bien. Ces deux mangas-là collent bien ensemble. Et Tsubasa Chronicle. Tsubasa Chronicle, mon Dieu, comment en parler ? Si vous êtes fan de Sakura Card Captor et que vous n'avez toujours pas lu Tsubasa, qu'attendez-vous ? En soi, les histoires, elles sont liées.
C'est pourquoi les fans de Clamp sont toujours ravis avec ce type de manga-là, parce que ça utilise de nombreuses références aux autres séries. Donc on a des références avec Sakura, avec X, avec Tref, dont on va reparler après. Et ça a été vraiment une œuvre créée par Clamp afin de relier toutes ces œuvres entre elles. Dans Tsubasa Chronicle, les mangakas ont totalement réimaginé les personnages et le monde de Sakura Card Captor en donnant notamment aux protagonistes une histoire très différente mais étrangement familière. Même si rien n'a été prouvé ou n'a été dit officiellement que les protagonistes sont les mêmes que dans Sakura, beaucoup pensent qu'il s'agirait sans doute d'une version alternative d'eux. On retrouve le personnage de Shaolan, de Sakura, de Mokona, de Faye, de Kurogane. Après, je trouve qu'il y a une très bonne alchimie entre ces personnages-là, donc ça reste un vrai plaisir à le lire. Il y a beaucoup de rebondissements, l'humour est omniprésent, mais par contre, on est très vite perdu. Il y a 28 tomes. Il y a 28 tomes, donc il faut être prêt. Ouais. À partir du milieu, même avant, ça se barre un peu en cacahuète et On est déboussolé dans l'histoire, on perd le fil. Hein. On nous donne trop d'informations d'un coup. Mais ça reste plaisant à lire parce qu'on retrouve tous nos personnages chouchous, quoi. Mais toi, après, t'as vu la série en animé et tu disais que c'était très mal adapté. Ouais. Ouais, non, moi, j'ai pas du tout vu j'ai vu aucune série à part Sakura, donc... Bah, ça suffit. Moi, je les ai que lues et regardez en fait, que Sakura. j'arrive pas à passer... Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'arrive pas du tout à passer du dessin de Clamp qui est tellement incroyable à l'animé, en fait. Je suis toujours trop déçue parce que j'aime tellement leurs dessins, je les trouve tellement fabuleux. Je trouve que c'est de l'art, quoi. Vraiment, là, on passe, totalement. On passe à des artworks qui sont tellement détaillés. C'est super difficile, je trouve, de passer en animé pour des œuvres aussi fantastiques en termes d'épopée. Enfin, on est vraiment dans du Seigneur des Anneaux, quoi. Et pourtant, Sakura, ça marche. Mais ils ont mis vraiment les moyens dessus et ça a très bien vieilli, je trouve, Sakura en animé. Et après, par exemple, je sais qu'ils avaient aussi créé Clover. Donc Clover, ils sont en train de le rééditer d'ailleurs. Hein. Il est assez compliqué à trouver. Vous trompez pas avec l'autre manga oui, Black Clover. Black Clover. Hein. Non, pas du tout. Hein. C'est difficile à trouver si vous mettez juste Clover. Ouais. Et Clover, en janvier 2021, comme je vous disais, il y aura une nouvelle édition normalement. Donc c'est en 4 volumes. Mais je trouve que le premier volume, moi je n'ai lu que le premier, ça sonne vraiment comme un one-shot, quoi. Il y a un début vraiment très compliqué à suivre. Parce que comme dans tous les clans. On est dans une guerre. On est dans une guerre, dans un pays, un territoire, on n'a pas le nom. C'est un monde SF. Les personnages qui se déplacent par ondes. Il y a des combats fantasy avec des machines technologiques, des bras robotiques, des prothèses. Là, on est dans du Clamp à fond. Hein. Parce qu'on le sait, Clamp, on est dans le fantasy et en même temps, on est dans le robot. Et là, on comprend l'intrigue vraiment au niveau des dernières pages. Par contre, les plus, c'est donc l'histoire. Ryu, un ancien militaire qui a quitté le service pour des raisons de discipline. Il est rappelé par son général, le général Ku, et il doit escorter une jeune fille, Su, vers un endroit qu'elle seule connaît. Voilà. Donc on aime l'histoire parce qu'elle est minimaliste. Et là, l'histoire et le design, eh ben, ils vont super bien ensemble. On a des grandes pages blanches, on a des pages de texte de musique, on a des pages, c'est juste une émotion. Et le titre, il est vraiment mis en avant. La typo, elle est super importante dans cette œuvre-là. Donc je pense que c'est une œuvre qui reprend les principaux thèmes de Chobits, de Card Captor, de X et de Tokyo Babylon. Donc là, on a vraiment toutes ces œuvres-là qui sont mises dans Clover. Et l'amour ici, il est décrit comme un amour exclusif, dévastateur. Et évidemment, on est obligé de terminer avec Chobits. L'incontournable Chobits. Ouais, qui est aussi l'une de nos œuvres vraiment favorites. Ouais, je pense qu'après Sakura, moi, c'est Chobits en deuxième moi, position. après Crossolik. Et Chobits, on va pas vous faire le résumé, vous devez le connaître, Chobits. C'est simple, c'est Hideki Motosuwa qui a 18 ans, il est refusé d'une très grande université, de la Todai, à Tokyo, et puis il trouve dans une poubelle une sorte de persocone, donc un persocone, c'est une sorte de robot parce que à l'apparence humaine. Voilà, c'est une mode en fait au Japon à cette période-là. Et lui, il en trouve un et il ne sait dire que chi. Et en fait, c'est une Chobits. Donc un super robot. Voilà, c'est une édition spéciale qui peut ressentir des sentiments humains. Et en fait, là, va y avoir tout un apprentissage dans les 5 mangas pour apprendre à connaître ce persocone, ce Chobits, qui est Chi. Et une histoire d'amour, bien sûr, qui se crée entre les deux protagonistes, vous vous en doutez bien.
Nous, ce qu'on aime, alors déjà, l'animé, l'opening, il est trop bien. Let Me Be Love You, super connu. Oui. Cette chanson est trop trop beau, le chara design est magnifique. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est le côté un peu sexy love, limite ecchi. Ouais, qu'on retrouve pas forcément, enfin qu'on retrouve même pas dans les autres clamps. Et c'est hyper bien d'avoir cet aspect-là, surtout quand on sait que derrière, ce sont des mangaka, des femmes qui ont écrit ça. Et c'est pas genre comme dans GTO ou dans genre je sais pas quoi, où il y a ce côté un peu lourd. Là, c'est vraiment... c'est plaisant à lire et c'est marrant, quoi. Et donc, vous connaissez bien sûr Mokona, hein. Mokona qui est le petit animal qui accompagne presque tous les protagonistes des histoires de Clamp. Et ben là, on n'a pas Mokona, mais on a un autre petite peluche trop trop mignonne qui est illustrée en général. Ça passe par une histoire annexe pour expliquer les sentiments internes du personnage de Chi. Ouais. Il y a une beauté dans ces illustrations qui est folle. Dans les vêtements, dans le style, bah pour le coup, là, ça reprend vraiment le style Lolita. Et comme je vous le disais, toujours avec ce petit côté ecchi. Ouais. D'ailleurs, le ecchi, Natacha, tu pourrais expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'est le ecchi. En Occident, le terme ecchi, il est surtout utilisé pour désigner un genre de manga à connotation sexuelle. Donc c'est plus précisément un manga dit érotique, mais non pornographique. En revanche, au Japon, le terme ecchi fait référence à la pornographie. On surfe toujours un peu sur ce genre-là, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, sexuel. Chobit, c'est clairement inspiré de Angelic Layer, qui est une autre série de Clamp, parce que dans un chapitre, Ishan de Angelic Layer, il est mentionné. Donc il y a une photo de lui sans sa tête, cité comme l'inventeur des poupées de combat de Angelic Layer. Donc on dit vraiment que la technologie de ces poupées autonomes, elle a été reprise pour la création de Chobit. Il y a des liens aussi avec Magic Knight Rayert. Et faut lire les deux séries en combiné, je pense. Faut lire Chobit, Angelic Layer et Magic Knight Rayert en même temps. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est aussi une série de robots. Là, c'est la première fois qu'on aperçoit Mokona. Il y a 3 filles avec des pouvoirs qu'on connaît bien. Le feu, l'air et l'eau. Basique. Elle manie les éléments à coups de robots supersoniques. On est loin de la fille habillée en rose avec sa baguette comme Sakura. Là, on est vraiment sur des femmes, des adolescentes, des très belles doubles pages d'ailleurs. Mais le problème, beaucoup de textes, comme dans X. Et ça, on apprécie moins dans les œuvres de Clamp. Ouais. Donc En vraiment, général, dans les mangas... ce manga-là, Magic Knight Rayers, ça nous montre à quel point Clamp ils ont évolué avec Cross League, Chobit ou Clover. Et puis, on va finir par une dernière histoire, celle de X, qui est une œuvre très très connue des Clamp. Nous, on n'avait pas trop envie d'en parler parce que c'est pas une série qu'on porte dans notre cœur. C'est une série qui a beaucoup de controverses. Certains d'entre vous doivent être assez fans, je pense, de cette série. Elle tourne autour du thème de l'apocalypse. C'est une histoire d'épopée contre la fin du monde. Un être humain élu doit choisir son camp pour ensuite sauver la Terre. Une histoire très 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 compliquée à comprendre. Ouais. Et on retrouve un peu cet aspect de Clamp où ils nous perdent dès les premières pages, quoi. Contrairement à Chobits où tout de suite on est dans l'histoire, on comprend tout, c'est simple. Là, on est de nouveau dans un mélange de différents sujets. C'est compliqué, ouais. Trop, en fait. Trop, ouais. Le bouddhisme, le shintoïsme, le tarot de Marseille, les francs-maçons, le fantasy, le gore. Elles se sont perdues, les filles, c'est là. trop. Moi, j'ai pas réussi à suivre les Clamp dans cette histoire. Même si elle est extrêmement bien dessinée et qu'elle est mythique. D'ailleurs, t'avais une petite anecdote à ce sujet, hein. Ouais, le manga en fait a été retiré de la vente à un moment à cause d'un contexte social au Japon, car ça abordait des termes beaucoup trop hardcore et ça a été mis en rapport avec une affaire de meurtre par un tueur en série mineur dans les années 90 au Japon. Et dans le manga, on parle beaucoup de sujets vraiment très hard, notamment des mutilations. Voilà. Et en vrai, c'était pas trop le moment avec tout ce qui se passait avec cette série de meurtres de mettre en avant ce manga-là. Donc, le gouvernement japonais a préféré retirer de la vente un moment ce manga pour le temps que ça se tasse un peu, de peur que ça fasse un peu un engouement, un peu comme Squid Game en ce moment, où il y a pas mal d'écoles primaires qui disent attention, attention, parce que les enfants ont tendance à vouloir reproduire ou quoi, et ça peut mener à des trucs un peu dangereux. Et ça a été le cas pour ce manga-là. Il n'y a pas un lien officiel entre la série de meurtres et ce manga-là, mais ça mettait dans une atmosphère sombre, très sombre. Et puis les Japonais, encore maintenant, mais surtout, déjà à cette époque-là, lisaient énormément de mangas, et Clamp était déjà très connu, donc beaucoup d'enfants lisaient X, quoi. Maintenant, vous avez vu un petit peu nos recommandations. Nous,
On est plutôt pour Sakura Chobits Crossolik. Ouais, le top 3. Voilà, c'est notre top 3. Et après, Tsubasa par si vous amour avez des personnages. Mais... d'autres séries, Clover est très bien. Rigveda, pourquoi pas si vous voulez tester un truc vraiment très vintage. Et puis, bien sûr, Tsubasa Chronicle, si vous voulez avoir un croisement entre tout. On espère vous avoir parlé de toutes les séries. On a essayé en tout cas de vous faire un condensé de ce qu'on pensait de toutes les séries qu'on a lues. Que c'est pas trop long aussi ce format-là. Mais voilà, on voulait changer un petit peu, avoir une discussion vraiment à cœur ouvert avec vous. Il y en a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit justement qu'ils voulaient des épisodes plus longs. Donc dites-nous justement si ça vous convient. Comment vous l'avez reçu, et si ça vous plaît ce genre de format-là. Et pour vous remercier d'ailleurs, on vous avait demandé de participer au podcast. Oui. Et on a une petite recommandation de Anouk qu'on vous met juste Merci encore là. à toi d'avoir bien voulu participer. On vous laisse avec sa recommandation qui est en lien avec Nana de Ayazawa. Bonne écoute. Hey, coucou Shoujo Story. Du coup, j'ai vu que vous faisiez des recommandations par audio. Et j'ai pensé à vous parce que j'ai lu un manga, enfin plutôt un manhwa, dans la semaine dernière, qui est en fait, qui n'est pas japonais, qui est taïwanais, et qui est en fait une réelle pépite incroyable, dans le même style un peu que Ayazawa, dans la même ambiance, et c'est un plaisir à lire. Donc j'allais oublier de vous donner le nom, ça s'appelle The One, et c'est sur une fille qui a perdu ses parents et qui veut devenir modèle et qui rencontre deux jumeaux qui ont le même physique mais qui se ressemblent pas du tout mentalement, et c'est une tuerie, c'est en 17 tomes et vraiment à lire. N'oubliez pas de nous envoyer vos audios de 1 à 2 minutes sur l'adresse shoujostory.contact@gmail.com pour nous parler du meilleur shoujo de tous les temps pour vous. Nous vous ferons un plaisir de vous inclure dans notre podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et au mois prochain. Salut, portez-vous bien. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine.